Bonjour à tous. Nous avons préparé un atelier sur le journalisme de solution. Donc, pour démarrer, je pense qu'on peut commencer sur un petit point de définition. À travers, on va dire, quelques points qui définissent le journalisme de solution selon Internet. Et on va voir à travers nos deux entretiens si cette définition est bonne ou si elle est à nuancer. Donc, tout d'abord, le journalisme de solution se revendique comme une nouvelle façon d'aborder et de faire du journalisme, ce qui est donc une très grande ambition. Donc on va voir si c'est possible. Il ne veut pas seulement se focaliser sur les drames, ni seulement transmettre des faits. Il veut aussi éveiller l'engagement de son public et des citoyens, et surtout apporter des réponses à des problèmes sociaux, économiques et écologiques. Donc, on verra si ce n'est pas quelque peu compliqué d'apporter forcément des réponses. En effet, on parle de journalisme de solution. Donc, le terme solution est vraiment au cœur de cette nouvelle dynamique. Et donc, on va questionner vraiment ce terme et savoir si c'est possible ou pas d'apporter nécessairement des solutions ou est-ce que ça pourrait être quasiment une sorte d'utopie. Donc, on voit que de nombreux médias émergent et se spécialisent en journalisme de solution. Et d'une autre part, de grands médias, type Le Monde ou le monde de l'audiovisuel comme TF1, possèdent de nouvelles cellules, on peut dire, qui vont se spécialiser en journalisme de solution. Donc, à travers cet atelier, nous allons voir les opportunités, mais aussi les limites que pourrait avoir ce journalisme de solution. Et on va surtout, en fait, questionner le terme, le sens du mot solution et les réponses qui peuvent être apportées ou non. À travers une sorte d'atelier, en fait, de questions-réponses, nous allons poser 3 questions aux intervenants et ils vont par la suite y répondre. Oula. Et on termine. Je suis un peu matrixée, je crois. Et on terminera donc par des questions si vous voulez en savoir davantage. Donc, je vais laisser la parole à Lisandrina qui va vous présenter nos deux intervenants et leurs médias. Donc, effectivement, dans un premier temps, je vais vous présenter donc, dans un premier temps les différents intervenants ainsi que leurs médias avant de leur laisser la parole pour exprimer plus en détail et explicitement donc, leurs médias. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Émilie Thierry qui dirige aujourd'hui The Good. Donc, après plusieurs expériences significatives dans la publicité, dans la communication corporate et dans la communication politique, donc Émilie Thierry est depuis 2020 en charge du consulting et de la diversification des offres d'Influencia et intervient également dans le cadre de ce master dans un cours intitulé Paysage de la communication. Le média The Good est fondé en juillet 2020 par Influencia, donc Influencia qui est une agence de communication, et The Good est un média en ligne B2B dédié donc à la transformation écologique, sociale et solidaire des entreprises et des marques et traite ainsi des différents leviers de transformation et des différentes initiatives responsables au sein des organisations en traitant par exemple de la gouvernance, des politiques RH, de la RSE ou encore même en se concentrant sur les produits créés. Il s'agira donc pour ce média de délivrer des outils finalement pour inspirer et pour anticiper les futures transformations de demain. Et le média The Good a donc pour raison d'être. Donc, une raison d'être, c'est la façon dont une entreprise ou un média entend jouer un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Donc, la raison d'être de ce média est, je cite, participer modestement à l'accélération de la transformation écologique, sociale et solidaire des entreprises et des marques, et ainsi réconcilier économie et écologie. Alors, Madame Thierry, pouvez-vous nous présenter plus en détail votre média et nous dire si The Good, finalement, se revendique ou non du journalisme de solution? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de retrouver tous les élèves, tous les étudiants du master aujourd'hui. Juste pour petite précision, Influencia est un média, historiquement, ce n'est pas une agence. C'est un média professionnel dans la communication et le marketing, qui est un média spécialisé sur les tendances et les innovations du secteur de la communication et du marketing. Donc, c'est une agence. On a lancé The Good avec une conviction assez forte il y a 2 ans, c'est que alors qu'on était en pleine crise du Covid et que
On voyait de plus en plus monter les sujets écologiques, sociaux, sociétaux, qu'il y avait de plus en plus de débats au niveau de la société. On s'est rendu compte que du côté des entreprises et des marques, puisqu'on vient de la communication, c'est pour ça qu'on parle aussi de marques, mais principalement des entreprises et de l'économie, il y avait des volontés, il y avait des entreprises qui s'engageaient, qui devenaient des entreprises à mission, un statut qui a été autorisé par la loi Pacte en 2019, si mes souvenirs sont bons. Des entreprises donc, qui s'engageaient, mais aussi beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas enclenché leur transition vers moins d'impact sur l'écologie et l'environnement et vers plus d'impact sur la société et le bien-être de leurs employés. Et donc, on est vraiment arrivé directement justement dans cette optique d'apporter des solutions très concrètes aux décideurs au sein des entreprises pour leur donner les clés de cette transformation en leur donnant des exemples précis, des retours d'expérience de leurs pairs qui étaient déjà sur le chemin de la transformation ou qui étaient déjà entreprises à mission, ou aussi on parle beaucoup d'entreprises impact natives, c'est-à-dire qu'ils se sont constitués déjà dans leur fondement comme étant des entreprises travaillant au bien commun, travaillant en intérêt général, travaillant à limiter leurs impacts sur l'environnement ou améliorer leurs impacts sur la société. Et donc, voilà, l'idée, c'était de à la fois valoriser toutes ces démarches des entreprises par ces entreprises à impact et aider les professionnels à transformer dans leur quotidien leurs actions, leurs activités pour améliorer leur impact. Cela passe par pas mal d'interviews. On est un média qui est sur du temps long, on n'est pas du tout dans l'actualité. Enfin, en tout cas, j'essaye moi de me décrocher un maximum de l'actualité pour pouvoir traiter en profondeur avec des directeurs de la RSE, des directrices de la RSE, avec des personnes en charge des ressources humaines, avec des personnes en charge du marketing, de la communication, ou même des fondateurs d'entreprises. L'idée, c'est vraiment d'aller un peu au fond de leur démarche pour l'expliciter au mieux. À travers donc, les interviews, ça m'arrive de prendre 1 heure, 1 heure et demie pour faire une interview, ce qui est assez rare, je pense, dans nos métiers aujourd'hui, pour vraiment les laisser s'exprimer dans leur complexité et vraiment apporter ce qui fait le sel de leur activité. Et puis, on a aussi des rubriques. On a une rubrique de brève qui ne s'appelle pas brève, qui s'appelle action, justement pour montrer cette dimension d'action concrète au quotidien de l'entreprise. Par exemple, hier, dans notre newsletter, on parlait de Bouygues Télécom qui lance un nouveau forfait limité pour éviter une surconsommation de la data par la téléphonie. Donc, des actions très concrètes de la part d'entreprises et de marques. Voilà. Et puis après, plein d'autres rubriques qui mettent en valeur les entreprises. Une rubrique qui s'appelle Good Pouce pour mettre en valeur les startups engagées dans la transformation. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment par l'ensemble de la ligne éditoriale du média, de donner des clés. Moi, j'aime bien cette notion de clés, d'outils, et c'est en ça, je pense, qu'on s'inscrit aujourd'hui dans du journalisme des solutions. Merci beaucoup pour cette première question. Ensuite, donc, la deuxième question, tout bêtement, ce dont je parlais en introduction, donc, quelles seraient pour vous les opportunités de demain pour ce journalisme de solutions? Alors, moi, j'en vois plusieurs. Hein, et la première, alors, juste peut-être pour recadrer aussi en quoi on se définit comme journaliste de solutions, c'est aussi parce qu'on est de la presse professionnelle. Et donc, dans la presse professionnelle, on a une vocation à être utile vraiment au quotidien des personnes qui nous lisent. Enfin, voilà, les personnes qui nous lisent n'ont pas forcément le temps de lire beaucoup de presse. Et du coup, c'est vraiment important qu'on soit utile et qu'on leur mâche, entre guillemets, le travail de benchmark pour qu'elles puissent avoir en tête ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est aussi pour ça que dans nos questions, on pose des questions sur les échecs, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, vraiment pour avoir un maximum de retours d'expérience de la part des autres professionnels, de la part de leurs pairs. Pour répondre à votre question sur l'opportunité de ce journalisme de solution, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le journalisme de solution, hein, c'est l'ensemble de la responsabilité des médias, et ça a encore été
cité par le GIEC dans son tome 2 du 6e rapport du GIEC qui est sorti là au début du mois, c'est que les médias ont aujourd'hui un rôle actif à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans la création aussi de nouveaux imaginaires pour faire en sorte que la société dans son ensemble, que ce soit les entreprises, les acteurs économiques, mais aussi les acteurs individuels, puissent lutter collectivement contre le réchauffement climatique et améliorer le réchauffement climatique, protéger la diversité, réduire les déchets, c'est l'ensemble des actions environnementales. Voilà, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui que d'agir. Et c'est en ça, pour moi, déjà la plus grande opportunité d'un média et d'un média de solution, a fortiori, c'est comment on donne les clés de l'action pour que les choses se transforment et qu'on arrête de produire comme on produit, qu'on arrête de consommer comme on consomme et que chacun ait conscience à la fois des limites du modèle et qu'il ait aussi des solutions clés en main pour pouvoir prendre le pouvoir sur les choses. Et d'ailleurs, quand on parle d'écologie, aux consommateurs au sens large, quand on lui demande un peu les freins du passage à l'acte d'une consommation plus écologique et de comportement plus écologique, les consommateurs, les citoyens répondent c'est pas un sujet de pouvoir d'achat, le prix est un vrai facteur, mais le premier facteur, c'est par où je commence. Et en fait, les gens se demandent par où je commence. Qu'est-ce que je fais concrètement voilà, est-ce que je pense d'abord à réduire mes déchets? Est-ce que je consomme bio? Est-ce que je fais consommer local? Est-ce que j'éteins ma lumière? Ou est-ce que je fais à manger des produits frais? Enfin, les gens se questionnent sur concrètement, au quotidien, ce qu'ils doivent faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, pour moi, c'est déjà les deux premières opportunités. Et justement, à ce propos, est-ce qu'on pourrait dire que certaines personnes pensent que le journalisme de solution est forcément militant ou alors politisé ou même engagé? Est-ce que ça pourrait faire partie justement de ces limites ou de ces freins, ou c'est vraiment une distinction du point de vue donc, de la déontologie journalistique et donc des différentes approches militantes ou autres? Quand on est journaliste, on a forcément un point de vue. Vous êtes étudiant dans un master en conseil éditorial et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que quand on définit une ligne éditoriale, forcément on vient définir un point de vue et on est obligé de prendre un angle. Et donc quand on fait du journalisme quel qu'il soit et de l'édition quelle qu'elle soit, forcément on prend un angle. Après, la question, c'est effectivement la question de l'objectivité et comment on travaille à cette objectivité-là. On ne tend pas le micro à n'importe qui, on va se renseigner et quand même un peu enquêter sur l'entreprise qu'on va interroger. On fait appel, moi j'aime beaucoup faire appel aux travaux des chercheurs qui sont, eux, dans une démarche scientifique qui permet aussi d'être dans l'objectivation des choses. Et donc voilà, pour moi, en tout cas dans la presse professionnelle, c'est important d'avoir cette objectivité-là dans le sens du fait scientifique, à quelque part, pour pas non plus tomber dans la fausse bonne idée ou dans la fausse bonne solution qui ne rendrait service à personne. Et est-ce que vous voyez d'éventuelles autres menaces ou freins concernant le journalisme de solution actuellement ou pour les années à venir? Dans la définition du journalisme de solution, il y a quand même la dimension d'exposition des problèmes. On n'est pas juste parce que c'est une critique qui est souvent faite au journalisme de solution, c'est le côté peut-être un peu naïf, béni du journalisme de solution et du héros facile, parce que voilà, il a inventé la baguette qui cuit à l'énergie solaire, ou je ne sais pas. Mais en fait, le sujet, il n'est pas de nier les problèmes, parce que de toute façon, si on niait les problèmes et l'existence de ces problèmes-là, il n'y aurait pas de journalisme de solution. Le journalisme de solution vient répondre à des problèmes. Donc, voilà, je pense que c'est déjà la première critique qu'on peut faire au journalisme de solution qui pour moi, est facilement contradictable. Après, et c'était une des...
des opportunités, pardon, mais qui vient du coup en réponse à ces critiques sur la notion de problème. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est d'un point de vue climatique et social, on a besoin de mobiliser, les énergies. Et en fait, aujourd'hui, la critique et le simple journalisme critique vient annihiler toutes les énergies. En fait, la peur fige, et ça, voilà, c'est de la psychologie, mais la peur fige. Et c'est pour ça aussi que le journalisme de solution permet de redonner du pouvoir de mobilisation aux uns et aux autres, de redonner confiance, de redonner, on parlait de confiance tout à l'heure, j'ai noté que tu parlais de défiance, c'est vraiment comment on vient redonner confiance. Et moi, je vais vous raconter 2 anecdotes. La première, c'est, vous l'avez cité, avant, je travaillais en cabinet ministériel. Je bossais à Bercy pour le ministre du Budget et j'ai géré toute la problématique du prélèvement à la source. Et pendant un an, tout le temps de débat à l'Assemblée, tout ça, du prélèvement à la source, j'ai eu la presse quotidienne nationale et la presse quotidienne régionale au téléphone. La presse quotidienne régionale était hyper enthousiaste, on faisait des rencontres, on allait sur le terrain, on se déplaçait. À chaque fois qu'ils nous écoutaient, ils disaient « Ah ouais, en fait, pourquoi pas, c'est une super idée ». Et la presse quotidienne nationale, je ne les citerai pas, hein, mais en off, ils me disaient « Ah ouais, c'est une super idée ». Et en on, dans les journaux, c'était toujours critique, et forcément critique. Et en fait, à travers ce comportement, on crée de la défiance, et parfois de la défiance inutile, parce qu'en fait, on a un des plus grosses critiques à l'époque sur le prélèvement à la source, c'était « Ah, ça va être un four phénoménal, il va y avoir des bugs, ça ne fonctionnera jamais ». Sauf qu'en fait, les journalistes avaient oublié que l'administration fiscale gère 36 millions de foyers fiscaux et donc de comptes de foyers fiscaux en ligne, quand Facebook en gère en France peut-être 25 millions ou 30 millions. Donc, en fait, on fait plus confiance à Facebook qu'à l'administration fiscale. Je trouvais déjà ça assez dingue. Et en fait, on se tire une balle dans le pied en n'étant que dans la critique. Voilà. Donc, c'était pour mon premier exemple sur la dimension critique, qui, moi, je trouve assez limite, en fait, aujourd'hui, de n'être que dans la critique. Et après, le côté positif, en plus du média, on organise un grand prix de la Good Economy où on valorise les entreprises qui s'engagent sur le chemin donc, de la transformation écologique, sociale, solidaire. Et donc, j'ai organisé une soirée de remise des prix. Et en fait, la soirée a débordé. Au lieu de faire 2 heures, on a fait 3 heures. Je me suis dit, voilà, les gens vont partir direct à la fin en disant, oh, c'était naze. Et en fait, pas du tout. Les gens sont restés avec un sourire jusqu'aux oreilles en me disant, mais tu m'as redonné une énergie folle. Cette soirée m'a redonné de l'énergie, de la confiance, de la foi en l'avenir. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça aussi parce que collectivement, on a voilà, le tableau noir qui est dressé par la presse au quotidien. Les gens n'en peuvent plus, et notamment les jeunes. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les jeunes se détournent des médias et qui vont chercher aussi d'autres médias alternatifs, qui vont chercher des médias sur les réseaux sociaux. Et je pense que si le journalisme ne s'oriente pas dans cette voie aussi du journalisme de solution, il se tire une balle dans le pied parce qu'au final, il va perdre des lecteurs qui sont grappillés par d'autres médias alternatifs sur les réseaux sociaux notamment. Voilà, pardon, c'est mon petit coup de gueule. Une pile. Simplement pour apporter un tout petit peu au débat, avant que vous fassiez la conclusion. Finalement, peut-être qu'il ne faut pas envisager le problème uniquement, la problématisation, l'exposition du problème uniquement sous le point de vue critique. Et là, je prends vraiment la casquette de l'espace éthique voilà, avec mon collègue Pierre-Yves, parce que nous, on passe notre vie à problématiser et à trouver des problèmes. Mais en fait, en trouvant des problèmes, on trouve beaucoup de solutions aussi. Parce que c'est ce qu'on appelle chez nous, et en reprenant le Patrick Vivray, le philosophe, c'est vraiment les désaccords féconds. C'est où est-ce qu'on identifie une problématique, que ce soit dans l'ordre vraiment sur le terrain, dans les pratiques de soins, à l'hôpital, dans le médico-social, ou sur des sujets de bioéthique beaucoup plus larges, technoscientifiques comme l'édition du génome. On vient de faire un débat citoyen avec des lycéens sur plusieurs séances, avec un rapport, etc. Et on voit que finalement, il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas soulevées, qui ne sont pas vraiment, qu'on n'identifie pas vraiment. Et donc de solutions qu'on ne peut pas trouver.
alors que les questions, elles se posent sur le terrain. Simplement, si ces questions se posent sur le terrain, mais qu'à un moment donné, elles ne se cristallisent jamais, c'est-à-dire que deux personnes ne se rencontrent pas pour se dire « Ah, tu as le même problème, moi aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» etc. Ben là, effectivement, la problématisation ne se fait pas. Il est impossible de trouver la solution. Donc finalement, les deux peuvent être complémentaires et nous, en tout cas, on conçoit l'identification du problème comme une action positive, finalement. Voilà. Et après, il peut y avoir plusieurs types de réponses et c'est là que la chose peut devenir une controverse. Parce qu'après, quand on parle de grands sujets comme la fin de vie, certains sujets, l'APM, à l'AGP, etc., sur ces grands sujets, on peut les découper en plein de problèmes, plein de problématisations, et puis après, effectivement, identifier les arguments qui s'opposent les uns aux autres. Mais une fois qu'on a bien clarifié quel est le problème, je trouve que ça éclaire énormément le débat public. Donc, finalement, il pourrait y avoir un journalisme de problème aussi. Oui, mais pas sans solution, sinon on est figé. Exactement, un journalisme de problème avec des solutions qu'on peut trouver contradictoires, expliciter la controverse, montrer la controverse. C'est intéressant aussi. Et la définition même du journalisme de solution, elle dit clairement que pour avoir une solution, il faut un problème. Donc, voilà, on n'est pas juste, c'est pas juste la rubrique bonne nouvelle, hein, c'est pas le média des bonnes nouvelles. Enfin, vraiment, encore une fois, je tiens à faire la différence entre ça. Pour moi, quand je considère qu'on fait du journalisme de solution ou quand on regarde le journalisme de solution aujourd'hui, c'est concrètement, c'est une ou des solutions qui viennent répondre à un problème. Et on ne nie pas les problèmes, encore une fois, et voilà, c'est pas un journalisme naïf, c'est pas un journalisme contemplatif, c'est un journalisme qui vient répondre à des problématiques. Donc, on peut peut-être le renommer journalisme de problèmes et de solutions. Je ne sais pas, journalisme de cause, journalisme de solutions, journalisme de problèmes. En tout cas, sur les problèmes, en effet, si Valeurs Actuelles se lance sur le journalisme de solutions, elles ne trouveront pas les mêmes problèmes. Peut-être pour compléter, je pense que le journalisme de solutions peut aussi redonner du sens au métier de journaliste, parce qu'on apporte voilà, justement cette dimension positive. Et je pense que pour les étudiants, c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Quand on sait qu'aujourd'hui, la quête de sens, c'est plus important. Le journalisme peut être un métier d'engagement. Exactement, d'engagement et de sens. Oui. J'avoue dans ce sens également. Merci.